Bonsoir à tous et bienvenue au débat de ce 20 janvier 2026, 9 jours après le double scrutin du 11 janvier 2026. D'un côté, les résultats des communales toujours en attente. De l'autre, les chiffres de l'Assemblée nationale sont validés par la Cour constitutionnelle. Sur 109 sièges, les femmes sont bien là, mais à très faible taux de représentativité. En dehors du filet de sécurité des sièges réservés, seules 4 femmes ont réussi à s'imposer donc dans le lot des 28 assiégés à l'Assemblée nationale. Elles sont toutes d'ailleurs du bloc républicain et elles, ce sont mesdames Alimatou Badarou, Chantal Aïe, Sophia Tchanou et Albertine Asiki-Diba. 4, un chiffre, mesdames et messieurs, qui interroge, après plusieurs années de promotion du genre, la femme politique béninoise est-elle condamnée à être députée sous quota? Les invités vont y répondre. Le silence radio du côté de la Sénat de 2 semaines, près de 2 semaines donc après le vote du 11 janvier. Nous allons également en parler pour ce qui est évidemment des résultats des communales. Pour faire le débat, 3 invités. Stéphane Arino-Rossou, journaliste, bonsoir. Bonsoir Angèle Toboula, bonsoir aux confrères qui sont avec moi ici en plateau. Romeo Aïssegbe, analyste politique, bonsoir. Bonsoir Madame Angèle, bonsoir chez vous. Espérance Ressou, analyste politique également, bonsoir. Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir. C'est parti donc pour 52 minutes d'échange. Le premier sujet, cette représentativité des femmes. Vous avez tous entendu, enfin dans mon introduction, le contexte. Je commence par vous, Stéphane Arquinon-Rossou, vous, mon cher confrère. Sur 109 députés, 28 sont des femmes, mais seulement 4 ont été élus hors quota, toutes d'ailleurs du bloc républicain. Est-ce une avancée ou un simple trompe-l'œil législatif? Merci pour la question. Ce soir, je pense que, lorsque vous parlez de trompe-l'œil, ça me pose un léger problème déjà parce que... Oui, non, je pense qu'il faut pouvoir replacer les choses dans leur contexte pour comprendre un peu ce qui se passe. Je trouve que le nombre ou l'effectif de femmes que nous avons aujourd'hui au Parlement ou qui doivent désormais siéger pour le compte de la 10e mandature traduit quand même, pour ma part, un bon qualitatif. Si on doit retourner à ce qui se faisait dans le passé, puisque nous venons de quelque part, il faut pouvoir retourner à ça pour comprendre effectivement ce qui se passe. Je trouve que quand on prend les chiffres de 91 à 2019, on n'a jamais eu un seuil qui va au-delà de 10% de femmes qui soient représentées à l'Assemblée nationale. Jusqu'en 2019, on n'en a pas eu. Et c'est à partir, de la réforme de 2019 qui consacre les sièges réservés aux femmes que à partir de 2023, nous avons eu, je crois, au-delà de 25% au Parlement. Et je trouve que par rapport à ça, c'est quand même un bond assez qualitatif qu'il faut déjà saluer. Ça, c'est le premier élément. Et ça, c'est une discrimination positive? Oui. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut voir la manière dont les acteurs politiques eux-mêmes ou les femmes eux-mêmes ont cherché à régler le problème. Les femmes et les acteurs politiques ont cherché à régler le problème sur la base ou sur une base juridique. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un palliatif juridique à la situation qui prévalait. Donc à partir de ce moment, ils ont dit, il faut qu'on prenne un test, ce qu'ils ont appelé discrimination positive, pour réserver des postes à la femme. Ça, c'est une solution qu'ils ont pu trouver. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, si aujourd'hui, on estime que cette solution n'est pas ce qu'il fallait, il faut alors remballer, s'asseoir pour dire quelle est alors la véritable solution qu'il faut trouver. Parce que si les femmes obtiennent ça et que on les trouve à se plaindre, ça me pose un problème. Ça veut dire que les acteurs politiques
Et ces femmes qui ont milité dans la société civile, qui se sont levées, qui ont fait des lobbies pour qu'on ait ce qu'on a là, ça veut dire que certainement, ils se sont trompés de combat. Parce qu'on n'est pas satisfait de ce qui se produit. Non pas que je trouve que c'est assez suffisant pour qu'on aille se coucher sur son laurier pour dire, bon, tout est beau. Non, je trouve qu'il y a, au-delà de ce que nous avons là, l'effort qui doit être fait par les acteurs politiques. Parce que, tel que la chose se passe aujourd'hui, regardez même le libellé. On a dit poste réservé aux femmes. À partir de ce moment, l'acteur politique se trouve bien dans sa posture pour dire, puisque c'est déjà un poste réservé ou des postes réservés aux femmes, les autres, on les réserve aux hommes. C'est une question de logique. C'est une question de logique. C'est une question de logique basique quand même. Trop vite posé, hein, monsieur Achille Rossou. D'accord. Donc, pour chuter, je dis que si aujourd'hui on estime que ce n'est pas suffisant, il faut alors chercher à aller au-delà de ce qui est fait, mais là, en trouvant, n'est-ce pas, donc, d'autres éléments de règlement pour comprendre que, en fait, lorsqu'on a des problèmes sociaux, ces problèmes-là ne se règlent pas sur le plan juridique, mais se règlent entre les hommes. D'accord. Romero Aïssegbe, sur la même question, Stéphane Samdi, puisqu'on a réservé des postes aux femmes, ne nous étonnons pas qu'on les relègue seulement à ce poste réservé aux femmes sans les positionner outre mesure titulaires ailleurs. Ouais, et puis, je dirais que tout le mal est là. On réserve des postes où on accorde de faveurs aux femmes. Finalement, ce que vous dites, c'est finalement une mauvaise option? C'est une très mauvaise option dans le contexte, et je peux quand même trouver de raison à ceux qui ont procédé jusqu'à là, même si on y est arrivé sur la base des tests, puisque si vous regardez un peu les 3 dernières années, ne serait-ce que les organisations internationales, je veux parler d'organisations non gouvernementales, hein, qui ont organisé des colloques, des séminaires pour les femmes qui s'activent en politique. Quand je regarde l'effectif de nos mamans, de nos sœurs qui s'activent dans les reportages, ne serait-ce que ce que la presse nous montre, et par rapport déjà à la liste, déjà la proposition de liste des partis politiques, je me suis demandé tout ça pour ça. Déjà, je crois que nous avions fait un plateau ici par rapport à cela. Et alors, si on en arrive à là, je rejoins pratiquement l'analyse de mon frère, parce que beaucoup en République du Bénin, quel que soit leur âge et leur durée dans la vie politique, continuent de construire leur carrière politique. Sinon, si on poursuivait l'objectif pour lequel on a dû réviser la Constitution pour trouver le confort, hein, à envoyer nos femmes nous défendre parce qu'on espère, on voit cette femme béninoise qui est éducatrice, cette femme béninoise qui est mère de famille, cette femme béninoise qui a excellé à différents niveaux, qu'on veut la voir plus dans l'arène politique. En réalité, on aurait pu trouver les moyens de montrer ce que l'engouement que le peuple désire, la soif du peuple. Vous savez, je ne voudrais pas nommer, mais j'ai pu discuter avec quelques échantillonnages et pendant que je voyais le sujet de ce soir, je me suis rappelé de la 24e circonscription électorale. Et je vous dis, dans une circonscription où vous écoutez les électeurs dire, avec ce qu'on voit là, pour qu'on ait une femme de chez nous pour aller à l'Assemblée, même si c'est tel parti qui a notre cœur, votons pour telle liste afin de permettre à ce que la femme y aille. Parce que cette femme qui est là, elle est de chez nous. Donc là, vous posez le problème de positionnement. Déjà, malgré ce qu'imposent les tests, lorsque la population d'un arrondissement trouve que, quel que soit le choix qu'il peut faire, le choix partisan qu'il peut opérer, parce qu'il y a une femme de son arrondissement sur une liste d'une circonscription électorale qui peut aller à marcher sur les consignes de son parti politique d'origine pour faire passer la femme de son arrondissement, quoique la femme n'est pas du parti dont le fief est son arrondissement, ça prouve la soif de la population de voir nos mamans nous représenter à l'Assemblée nationale. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des castings et des positionnements? Et la preuve, le bloc républicain qui s'est imposé dans ces tests, parce que c'est le parti que je connais le mieux, pour dire que
30% de femmes doivent être représentées, 30% de jeunes doivent être représentés, les anciens occuperont le reste. Nous avons vu que les femmes qui ont bataillé, effectivement, vous l'avez précisé sur le plateau, elles viennent toutes les 4 du bloc républicain. Parce que à l'intérieur de ce parti-là, il y a l'OFR, donc l'organe des femmes du bloc républicain, qui travaille à arracher déjà dans une certaine concurrence des places vis-à-vis, face aux hommes qui font la même concurrence. Mais ailleurs, est-ce qu'il y a cette liberté? Déjà, pour ce que je connais du bloc républicain, pour ces femmes-là qui ont pu sauver leur épingle du jeu, c'était quand même face à des listes où il n'y avait pas de femmes à leur position face à eux. Donc si c'est le cas, les partis politiques qui restent peuvent prendre exemple sur ces femmes-là et positionner, voir que peut-être que ça aurait pu augmenter aussi le taux de participation. Parce que on a vu, et ce que je vous dis là, c'est du factuel. Je peux vous donner la précision de l'adresse dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il y a cette soif que la population béninoise a envie de voir la femme béninoise devant la scène. Mais, comme je le dis, la carrière politique. Donc, il faudra peut-être encore, moi, je vais suggérer à la 10e législature de corser un peu la loi, peut-être. À quelle fin? Au fin de voir comme premier ou deuxième titulaire, c'est-à-dire imposer même déjà comme deuxième titulaire ou premier titulaire, femmes, en plus du quota qu'on a. Et là, on est sûr d'avoir 48 femmes pour la 11e législature. Expérience Ressou, d'autant plus que ces 4 femmes ont su s'imposer. On a toujours fait la critique aux femmes qu'elles ne s'affichent pas, qu'elles ne se montrent pas, qu'elles ne gagnent pas en leadership. Mais ces 4 qui donnent aujourd'hui l'exemple montrent qu'elles sont déterminées quand même. Donc, le parti peut mieux faire. Les partis peuvent mieux faire, les partis devraient mieux faire. Et je l'avais souligné ici quand les listes étaient sorties, parce qu'on s'est rendu vraiment compte que les femmes étaient très très mal positionnées sur les listes, et ça prouvait allègrement que c'était du semblant, c'était bon, on fait semblant de dire, bon, on a mis aussi des femmes sur les listes. Moi, ça m'avait dérangé, et je reviens toujours à ce que j'ai l'habitude de dire. Est-ce que, j'ai pas envie de dire qu'on n'a pas des partis politiques, mais les partis politiques devront véritablement travailler sérieusement et arrêter de nous faire des jeux de surface. Il faut que les partis politiques arrêtent de faire les jeux de surface. Ce score, bon, moi je n'appellerais pas ça un score et le jeu, parce que quand on regarde correctement, ça fait le score de 1991. C'est une désolation. Si aujourd'hui en 2026, on va aux élections et on doit faire un score il y a de cela 35 ans, est-ce que nous sommes en train d'évoluer véritablement? Non, on est en train de reculer. Et on ne peut pas se cacher derrière une loi qui donne des avantages pour dire oui, bon, on a beaucoup plus de femmes. On n'a pas beaucoup plus de femmes, malheureusement, parce que la discrimination positive qui a dû été sollicitée pour régler ce problème ne devrait pas être un frein pour tout ce qui est engagement des femmes. La belle preuve, quand vous allez sur le terrain, quand les partis politiques vont en meeting, qui sont ceux qui sont réellement devant, qui mouillent les maillots? Si ce n'est pas les femmes, si ce n'est pas les jeunes. Mais malheureusement, quand il s'agit de positionner les gens, on trouve que ces jeunes-là, ils sont trop arrogants, ils sont trop pressés, ils n'ont pas encore la capacité qu'il faut. On trouve que ces femmes-là, non, elles n'ont pas leur place là-bas parce que. Mais arrêtons de trouver toujours ces arguments de parce que et avançons véritablement. On n'a pas, je ne suis pas contre la proposition de Rome, mais je dis on ne peut pas régler là, Roméo plutôt, à ICB, mais je pense qu'on ne devrait pas tout le temps régler les problèmes par les tests, comme l'a dit mon ami d'à côté. On ne peut pas dire il faut aller corser la loi et obliger les partis politiques à faire ça. Moi, je pense que c'est les partis politiques qui devront véritablement instaurer dans leur statut, dans leur règlement intérieur, des conditions strictes pour promouvoir la femme. Et s'ils pensent que les femmes ne peuvent pas le faire, alors vaut mieux qu'ils aient fait entre eux leur campagne tout le temps ou bien leur rassemblement et oublier les femmes. Parce que moi je dis, la femme a suffisamment prouvé, qu'elle est capable. Il faut qu'on arrête de dire les femmes ne sont pas encore prêtes, les jeunes ne sont pas encore prêts. Moi, ces arguments, je n'arrive pas à les accepter. Et je pense que si les hommes qui nous ont conduits à ce triste résultat veulent se corriger, veulent se rattraper, ils n'ont qu'à tout faire pour mettre une femme au péchoir. Vous trouvez déjà coupables les hommes? Non, oui, Monsieur Ressou. Oui, je voudrais quand même qu'on essaie
de voir les choses un peu plus sereinement. Je trouve déjà que, je ne sais plus quel auteur l'a dit, mais la seule façon de mal résoudre un problème, en fait, la seule façon de mal trouver la solution à un problème, c'est de mal poser le problème. Et ce problème, principalement, a été déjà mal posé au début. C'est ça qui a biaisé. Maintenant, ensuite, je pense qu'on ne devrait pas faire très rapidement trouver le raccourci pour faire le procès aux partis politiques. Parce que lorsqu'on dit qu'on doit promouvoir la femme, moi, déjà à ce niveau-là, ça me pose un problème. On n'a pas à promouvoir la femme. La femme a à s'imposer. Les hommes n'ont pas eu besoin de promotion. Les hommes se sont imposés. Excusez-moi, j'irai au bout. Les femmes aujourd'hui ont le devoir ou la responsabilité de s'imposer. Parce que j'estime que le féminisme n'est pas un combat. Le féminisme, c'est pas un combat. C'est une question d'engagement. C'est une question d'engagement. Aujourd'hui, tout à l'heure, monsieur Espérance a relevé un fait très remarquable sur lequel nous sommes tous d'accord. Lorsqu'on organise des meetings politiques, ceux qui sont majoritairement présents, ce sont d'abord les femmes. Les hommes, on les compte parce que les hommes sont très occupés à faire 1001 choses à la fois. Mais le problème, ce n'est pas le regroupement le problème. Quelles sont, parmi ces femmes qu'on a dû regrouper là, quel est le nombre qu'on retrouve dans les instances de décision des partis? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quel est le nombre de ces femmes-là qui sont, qui sont instruites? Ça, c'est déjà un autre problème. Donc, je trouve que... L'instruction pour... Non, je trouve que le premier problème à régler pour trouver une solution pérenne et sereine à cette situation, c'est déjà qu'au niveau des partis politiques, qu'on ait des femmes de qualité, des femmes battantes, qui arrivent à arracher des choses, pas des femmes qui attendent qu'on leur offre des choses, pas des femmes qui attendent qu'on légifère pour avoir des privilèges, non, des femmes qui s'imposent par la qualité de leur prise de position, par la qualité de leur réflexion, par la qualité de leur prestance. Parce que le problème... Et vous finissez là-dessus. Oui, un parti politique positionne pour des raisons de survie. Un parti politique ne va pas positionner par émotion. Si le parti politique fait le calcul et estime que dans une circonscription électorale, il n'y a pas une femme qui soit en mesure de représenter le parti, d'aller sur le front, de mouiller le maillot, le parti ne prendra pas, n'est-ce pas, donc le risque de positionner. Donc le combat à mener, c'est déjà ce combat-là, d'avoir des femmes de qualité au sein des formations politiques, pas des femmes qu'on peut ramasser comme de petits bouts de pain au bord de la voie. Je vous en prie. Je vous en prie. Parce que c'est ça la réalité. Donc, je trouve qu'il faut pouvoir régler, n'est-ce pas, donc, ce problème-là et ne pas faire le procès. Parce que si vous êtes chef de parti politique et que vous avez une femme dans votre giron et que vous avez un homme et que sur les deux, vous avez une femme qui a la qualité de faire le travail, vous n'allez pas, parce que vous êtes, je ne sais pas quoi, laisser la femme prendre l'homme. Alors, ça, il faut pouvoir régler ça. Oui, je vous vois, Espérance, vouloir réagir, mais vous allez devoir attendre votre tour. C'est celui de Roméo Aïssegbe. C'est vrai qu'on a beaucoup critiqué l'efficacité des femmes lors de, par exemple, la 9e législature, leur impact réel, puisqu'elles étaient la première vague de cette discrimination positive-là, etc. Un peu comme la critique que faisait M. Arino Rossou. Est-ce que cela serait donc la raison peut-être de la faiblesse, si je peux le dire, de leur positionnement pour qu'on en arrive à ce résultat qui donne seulement 4 femmes qui aient pu donc tirer leur épingle du jeu pour être directement élues? Vous avez touché un maillon sur lequel je suis d'accord avec vous et je fais partie de ceux qui avaient posé la question de savoir véritablement à quoi avaient servi ces femmes-là qu'on avait favorisées au sein de l'Assemblée nationale, mais qui véritablement n'ont pas fait ce que nous aurions espéré voir, parce que nous avions vu des femmes, sans vouloir les nommer, comme Rosine Soglo, nous avions vu beaucoup d'autres femmes
à l'Assemblée nationale qui, entre-temps, nous avait beaucoup émerveillés, quand bien même la supériorité numérique n'était pas à la hauteur. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des femmes capables. Nous avons eu, comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons vu l'environnement, l'écosystème politique qui est passé à un autre paradigme, où aujourd'hui, ce n'est pas par le bruit, ce n'est pas par la présence sur les médias peut-être ou dans les meetings qu'on voit l'efficacité d'une femme, mais plutôt quand on la voit à la tête des institutions. La preuve, nous avons quelques institutions gérées par les femmes au Bénin ici, et je crois que si on devrait faire le bilan, quand on a commencé par parler des scandales les 9 dernières années, on n'a pas encore cité une seule femme dans les scandales que nous avions connus jusqu'à la date d'aujourd'hui. Je ne vais pas aller dans d'autres mandats pour qu'on puisse dire que je vais aller chercher. Je vais parler rien que du mandat de Patrice Talon, ceux à qui le président Patrice Talon a fait confiance à travers son gouvernement pour nommer les scandales qui ont pu gratter nos oreilles. Nous n'avions pas vu des femmes qui géraient à la face. Et ce n'est pas des femmes qui ont manqué au poste de responsabilité. Vous allez à City, c'est une femme qui gère là. Vous allez à d'autres postes, c'est des femmes qui sont là. Et nous parlons de notre génération. Et par rapport à l'instruction, nous avons beaucoup de femmes qui sont, en tout cas, à la hauteur aujourd'hui. Il suffit juste de voir, quand on classe les premiers au bac et autres, là, vous allez voir le nombre de femmes qui travaillent. Moi, ma promotion, je connais combien de femmes, même quand même c'était dans le génie civil, je connais combien de femmes qui avaient émergé avec d'excellentes notes. Mais ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, c'est que justement, la société que nous avons héritée, la société dans laquelle nous avons grandi, le Bénin a du mal à se départir de la posture de royaume en république. Et cette posture de royaume vers la République et la transition, quoique 100 ans est passé plus, nous avons gardé la vieille habitude parce que ça profite aux hommes. Ah, petit H. Ça profite aux hommes parce que l'homme, dans sa posture, c'est-à-dire l'homme de façon générale, quand ce que je dis, que les Béninois seuls ou bien les Africains ne se voient pas lésinés dans leur peau, mais nous avons compris, pour ceux qui ont analysé par exemple les dernières élections aux États-Unis, on a vu que c'est parce que Kamala Harris, justement, c'est une femme, que Donald Trump est revenu au pouvoir. Et que si c'était un homme, ça n'aurait pas été le cas, ou bien si c'était Joe Biden qui remplissait... Il n'y a pas un rapport qui a dit que c'est parce que Donald Trump s'est retrouvé devant une femme... Parce que d'autres analystes ont dit que les États-Unis ne sont pas prêts à être dirigés par une femme. Vous voyez? Donc, je parle de cet exemple-là. Alors, le Béninois n'est pas prêt à voir une femme prendre le perchoir, par exemple, diriger un parti politique. Nous avons vu un certain nombre de choses aujourd'hui. Mais nous en avons connu des femmes qui ont dirigé des partis politiques. Je ne voudrais pas faire trop de polémique. Je suis resté dans la posture de ce que je sais que la femme est capable, mais l'écosystème doit pouvoir... Il y a encore des barrières, c'est ce que vous essayez de Voilà, dire. l'écosystème est en train... C'est-à-dire, au fur et à mesure que ça change, nous les hommes, on trouve les moyens de tenir le nœud. C'est-à-dire d'être à la position, c'est nous qui allons quand même, c'est-à-dire de toutes les façons, favoriser la femme. Sinon, à notre poste, le poste qu'occupent les responsables des partis politiques, à leur niveau, qui qu'ils soient, si une femme prenait ces postes-là, ce serait mieux dirigé. Ça, c'est clair. La preuve, les organisations les mieux dirigées au Bénin ici, ce sont les marchés. On n'a pas encore vu un homme président d'un marché. Marché d'Atopa. Moi, je suis enfant d'une femme du système des marchés. Et je sais de quoi je parle normalement. Et quand vous voulez parler d'une gestion, d'une société, d'une masse la plus critique, et vous savez très bien, je veux juste égratigner nos moments, là où les femmes sont regroupées, diriger les femmes, si vous avez vécu ne serait-ce qu'un mois dans une arène où il y a les femmes à diriger, vous allez comprendre que femme qui arrive à diriger, femme des marchés, peut diriger le Bénin et rien ne va se passer. Donc, je crois que l'écosystème que nous applaudissons, qui est en train de grandir, il faut que certaines personnes, de façon volontaire, libèrent la place aujourd'hui parce que l'écosystème ne permet pas à la femme de faire, je dirais, un bras de fer pour prendre, par exemple, la direction d'un parti politique. Si je prends les grands partis politiques aujourd'hui, c'est presque impossible de voir cela. Mais nous avons la preuve. Nous avons eu une vice-présidente qui, lorsqu'elle prend la parole, que ce soit au Bénin ou en dehors du Bénin, au nom du Bénin, nous sommes fiers d'être... C'est-à-dire de nous retrouver à travers elle. Et je ne suis pas sûr qu'à sa place, un homme aurait fait mieux.
et je pèse bien mes mots. Et si on n'a que ces exemples-là pour parler, je n'ai que mon âme pour parler de moi. Franchement, faisons confiance à nos mères, à nos sœurs, et jusqu'en 2025 où nous avons fait tout ce que nous pouvons faire, c'est le moment de laisser la place à nos sœurs pour qu'elles puissent diriger ne serait-ce que la législative. Oui, vous avez enfin la parole, monsieur. Merci pour la patience. Je suis ravi que M. Roméo a pu quand même aborder, a pu accepter que les femmes sont déjà véritablement capables et que ce n'est pas la compétence qui manque. Alors, quand on leur dit qu'il faut plus qu'elles s'affichent ou qu'elles soient efficaces, oui, concrètement, quand on leur demande... Bon, je vais poser la question tout à l'heure, M. Arino Rosso. Oui, plutôt ça serait... J'aurais vraiment aimé que M. Arino Rosso nous réponde à cette question. Parce que je pense que qu'est-ce qu'on demande à la femme aujourd'hui, quel que soit le secteur qu'elle ne fait pas. Il y a de cela encore quelques années, la femme a peur d'aller dans les filières techniques. Génie civil, génie mécanique, topographie, la mécanique générale et autres. Mais aujourd'hui, combien de femmes on n'a pas dans ce secteur? Des ingénieurs dans ce secteur femmes, il y en a à foison aujourd'hui. Donc, on ne peut plus parler de carence en termes de niveau intellectuel, en termes d'audace de prise de parole. Non, je m'en excuse. On a dépassé ce niveau. La femme a largement dépassé ce niveau. Et moi, je suis un ardent défenseur de tout ce qu'on appelle genre et inclusion sociale. Et c'est ça qui manque au parti. Les gens font aujourd'hui beaucoup plus l'amalgame entre le genre et l'inclusion sociale et le féminisme. Non, le féminisme, c'est toute autre tendance que, bon, certains sont en train d'exploiter. Mais l'enjeu ici, c'est pas du féminisme, c'est pouvoir assumer le genre et l'inclusion sociale. Donc, il faut qu'on arrive à dépasser les barrières de... Lui n'a pas été à l'école, lui n'a que le bac, lui il est docteur, celui qui a le bac ne peut pas diriger le docteur, ainsi de suite. Non, aujourd'hui, regardez aussi parmi les universitaires, il y a suffisamment de femmes universitaires qui sont aujourd'hui quand même engagées aussi dans les partis politiques, dans des associations, dans des institutions internationales. Donc, on a quand même de la matière. Et mieux, regardez les femmes qu'on a positionnées sur cette histoire de quota d'office des femmes. C'est pas, on ne me dira pas que c'est des femmes incapables. Je suis désolé. C'est quand même des femmes de valeur, de grande valeur, qu'on a choisi délibérément d'aller caser là-bas. Il faut bien aussi positionner les femmes là-bas. Bien positionner, moi je dis, c'est là où je dis, les leaders politiques, ceux qui se réclament, je suis leader politique de ma circonscription, c'est dit, il y a très peu de circonscriptions, pour ne pas dire, il n'y a pratiquement pas de circonscriptions, et que c'est un seul siège. Vous vous dites suffisamment fort, et vous voulez faire de la promotion d'un jeune ou d'une femme, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est de laisser la tête de liste. Je suis désolé de leur demander ça. C'est de laisser la tête de liste soit à un jeune ou à une femme. Et mieux, ce que les gens ne savent pas, ils ne seront pas éternellement vivants. Nous sommes appelés à quitter ce monde. Donc, commençons par préparer de la relève. Quand on refuse de faire les jeunes et on les met en 4e position, comment vous voulez que le jeune s'arme pour passer? C'est pas possible. Quand vous voulez former une femme et vous le mettez en 4e position, comment elle va faire pour lever son siège? Ne demandez pas à un débutant de lever directement son siège. Positionnez-le à l'endroit où votre effort va l'aider à lever son siège parce que vous, en 2e ou 3e position, vous êtes garanti d'être élu. Parce que vous avez dit que vous êtes suffisamment fort. Vous êtes le tout-puissant. Lui aussi vous dira qu'il est parti de quelque part. Parti de quelque part, on les a juste cédé de la place. Il faut comprendre que beaucoup sont aujourd'hui ceux qui se disent experts en carrière politique. Moi, je les appelle des experts en carrière politique. Ceux-là, on les connaît presque tous. C'est des gens à qui on a pratiquement donné gratuitement la chose. Et aujourd'hui, il ne veut pas céder. Là, vous êtes un peu trop péremptoire, monsieur. Non. Bon, on ne va pas citer des gens. Mais je pense que les gens puissent quand même se regarder correctement pour dire, bon, quel est effectivement ce que ma part de forcing que moi, j'avais fait en son temps. Votre plaidoyer a entendu, le militant de la cause sociale. Monsieur Arino Rosso, face au constat, comment passer de la femme de quota à la femme de combat? Ça reste le défi aujourd'hui. Vous allez répondre à la question précédente. Oui, reposez-moi la question. Vous dites efficacité, qu'elle s'affiche plus, comment vous le voulez qu'elle le fasse un peu plus? Tout dépend de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des femmes à qui on offre des faveurs ou des femmes qui s'affichent et s'affirment par leur qualité?
je continue pas le dire parce que je le crois profondément. D'accord. Je pense que cette facilité que nous avons de croire ou de penser que en offrant des choses ou des facilités à la femme, on est en train de l'aider, on est en train de les replonger. Parce que la vie, en fait, je pense que le système politique, c'est soit vous mangez ou on vous mange. La scène politique, c'est pas un jeu d'enfant. Si une femme ou les femmes décident de rentrer dans les serailles politiques, c'est parce qu'elles ont les coups de franche pour supporter. On ne va pas en politique parce qu'on veut qu'on vous donne on vous attribue des bonbons. Maintenant, tout à l'heure, les amis ici étaient en train de parler de femmes de qualité, de femmes. Je suis d'accord. Mais la question qu'on peut se poser, à partir de quand on est en train de constater ce renversement de tendance, il n'y a pas longtemps. Mais je suis en train de dire, pour que cela se pérennise dans le temps, il faut qu'on ait des femmes de qualité. Une femme de qualité, pour moi, c'est une femme qui n'a pas besoin de cette disposition de la loi avant que son chef de parti politique, même dans sa chambre la plus retranchée, puisse dire, si cette femme-là, on ne la positionne pas dans cette situation, notre parti n'est pas en mesure de lever un seul siège. C'est de ça qu'il s'agit. Si aujourd'hui... Est-ce qu'ils n'en ont pas? Et malgré cela, ils sont positionnés dans la liste. C'est pour cela que je dis que l'arène politique, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les femmes doivent comprendre ça. Le problème, ce n'est pas de se plaindre ou de se morfondre. C'est de décider d'arracher le pouvoir. On a dit que la liberté ne se donne pas, la liberté s'arrache. Et aujourd'hui, les femmes ont le devoir, n'est-ce pas, donc, d'arracher. Et donc, du coup, j'estime que, et là, je ne suis pas totalement d'accord avec Roméo pour dire qu'il faut trouver un palliatif juridique pour essayer de corser des dispositions de la loi. Non, ça ne réglera pas l'affaire. Je vous ai dit tantôt que lorsque pour le politicien, vous dites poste réservé, vous ouvrez le boulevard aux politiciens. C'est poste réservé. Donc, ça là, c'est pour les femmes, on ne touche pas. Mais ça, c'est pour les hommes, on peut s'en approprier et exproprier les femmes. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, pour que ce à quoi nous assistons ou que nous dénonçons ici tous d'ailleurs soit corrigé, il faut d'abord que, au sein des formations politiques, on ait des femmes militantes de qualité. Des femmes qui ne sont pas appelées juste pour participer à de grands meetings du parti, mais des femmes qui se battent pour se retrouver au niveau des instances de décision. C'est de ça qu'il s'agit, parce que tant que les femmes ne seront pas dans des instances de décision au niveau des partis politiques, les décisions ne vont pas les arranger. Aujourd'hui, quand vous prenez un parti comme Bloc républicain, quel est le nombre de femmes qui siègent au niveau du bureau exécutif national ou bien du secrétariat exécutif national? Quand on prend l'Union progressiste, quel est le quota de femmes? Tout part de là aujourd'hui. Quand on prend l'Union progressiste, le renouveau, quel est le nombre de femmes que vous voyez prendre le devant de la scène? Moi, j'en connais juste, je n'en connais pas beaucoup. Mais quand on prend la dame que j'admire beaucoup, Christelle Hounanoubo, qui s'affirme. Si on a Christelle, 50 Christelle Hounanoubo au niveau de l'Union progressive, le renouveau, vous pensez que ce parti-là n'aura pas... Monsieur Aguilar-Rossou. Non. C'est de ça qu'il s'agit. On va dépassionner tout cela. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Allez, on va dépasser tout ça. Et Monsieur Roméo Aïssegbe, vous diriez pareil sur la question de comment passer de la femme de quota à la femme de combat, ou vous relativisez? Les femmes de combat, il y en a. Il y en a au Bénin depuis la Révolution. Depuis l'Agodier. Non, bon, je laisse les histoires d'Agodier parce que je n'étais pas encore né. C'est des histoires racontées par les Européens qu'on a repris. Mais ce que je connais depuis la Révolution, même pour faire tomber un mercenaire là, c'est une femme. Je vais en venir. Non, parce que je ne veux pas utiliser les Agodiers, parce que les Agodiers ont été préparés par les hommes et envoyés au front. Je ne veux pas prendre ça comme ça. Je veux prendre des femmes volontaires, des femmes engagées. Et moi, je connais ma maman, je connais par exemple l'histoire, le parcours de ma maman, qui est encore vivante là. Et je connais beaucoup d'autres femmes qui ont pris
des dispositions pour s'affirmer dans l'arène, même au temps de la Révolution. Même au temps de la Révolution. Alors, j'ai vu aussi en 95, jusqu'en 95 et autres, là, des femmes qui s'affirmaient aussi dans l'arène politique. Et j'ai vu pas mal de femmes ministres et qui avaient affirmé par l'éloquence de leurs résultats de quoi elles sont capables. Donc, les femmes de combat, il y en a. Le Bénin en a sur le plan de syndicat. On connaît Thérèse Awangwa ou comment vous l'appelez. Sur le plan politique, on en a connu. Sur le plan, je veux dire, des fonctionnaires, des serviteurs. Et même dans les organisations non gouvernementales, nous avons connu des femmes. Donc, et on en a. Maintenant, pour régler notre problème, ça va plus la volonté. Les hommes politiques ne sont pas des hommes de combat. Ils ont juste peur d'affronter, d'être dans une arène où il y a des femmes de combat. Et c'est pourquoi nous sommes retrouvés là. Où on a dû faire recours à la révision de la Constitution pour trouver place à quelques femmes. Et les femmes ne sont pas fières d'être dans une posture où on les favorise par des tests. Parce que, comme je vous ai dit tantôt, je dis, si vous voulez voir quelle est la capacité de la femme de gérer, allez voir nos femmes qui dirigent leurs consoeurs dans les marchés. Ça, vous l'avez déjà dit. Et donc, pour ça, je voudrais juste qu'il y ait une forme de démocratisation au niveau des partis politiques. Parce que, qu'on le veuille ou pas, nous sommes en train d'aller, pour les 7 ans à venir, nous aurons 2 grands partis politiques qui vont représenter le Bénin dans les instances de décision. Alors, pour les quelques débats qu'il y aurait, il faut que les partis politiques libèrent la parole aux femmes. Que les partis politiques acceptent que les femmes arrachent ce qu'elles doivent prendre. Qu'on n'utilise pas les sanctions politiques, les positionnements politiques, les tests pour pouvoir confisquer davantage les femmes. Et c'est cela que moi je voudrais demander. Je viens demander cela parce que c'est ça seulement qui va permettre à nos enfants de voir que leur maman avait fait de bons combats dans ce terrain-là. Sinon, on va finir par réduire nos sœurs à ce qu'il faut chercher la faveur des hommes qui sont en poste de position, de décision, et on va finir par manquer des quelques femmes de combat dont nous disposons Espérance encore. Ouesso, sur la dernière question. Est-ce que... Passer des femmes de quota à des femmes de combat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis, comme l'a dit un peu Roméo, il faudrait que les partis politiques s'assument et regardent le truc en face. Le genre et l'inclusion sociale s'imposent. Et il ne faudrait pas que le genre et l'inclusion sociale que nous allons passer toujours par des tests. Là, ce n'est plus le genre. Et moi, je suis toujours peiné quand on me dit qu'il n'y a pas de femmes de conviction, des femmes de combat. Je pense que oui, parce que ça reste, il n'a pas tort, ça reste l'argument principal que développent les acteurs politiques. Et combien d'acteurs qui se réclament acteurs politiques aujourd'hui qui n'ont pas été simplement favorisés? Au fait, c'est là où moi le sujet me dérange. Ceux-là qui se réclament aujourd'hui acteurs politiques puissants, c'est des gens qui ont été favorisés pour qu'ils soient des acteurs politiques. Donc arrêtons de dire que les femmes, on veut les favoriser. Non. Le combat que la femme mène aujourd'hui dépasse largement même les combats politiques. Donc ça fait que la valeur y est. La plus-value est là et il faudrait que les hommes politiques acceptent que la femme contribue véritablement. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'assument pas encore totalement. Ils ne le refusent pas, monsieur. Non, ils refusent de façon stratégique. Il faut qu'on l'accepte, ils refusent de façon stratégique. Le constat est là, les partis politiques donc doivent mieux faire. Félicitations aux 4 déjà qui ont pu tenir la dragée haute pour y arriver, donc siéger fièrement, de même que ces 24 autres qui ont donc pu obtenir leur ticket. Voilà, on va passer donc à notre second sujet si vous le permettez. Il s'agit des résultats des élections communales. Nous sommes toujours en attente. Roméo Aïssegbe. Moi, je me suis amusé à faire un petit calcul. Pour 24 circonscriptions électorales, nous savons combien de jours nous avons entendu. Pour plus de 500 arrondissements. Donc, on n'est pas encore... Je voudrais que la Sénat prenne suffisamment son temps. Bon, bref, je pense que ouais, ça pose beaucoup de problèmes.
Serait-ce justement la complexité de ces 540 et quelques arrondissements, enfin, 546 je crois bien aussi. Oui, ben bon, moi je ne dirais pas comme ça parce qu'il y a eu des équipes quand même qui ont travaillé, les choses ont été remontées. Je trouve qu'il y a aussi un travail psychologique non avoué au niveau de la Sénat. C'est-à-dire bon, pensez-vous que si le président de la Sénat a convoqué la presse par 2 ou 3 fois et leur a demandé de rentrer chez eux, il n'avait pas un support où il devait lire les pourcentages qu'il nous a lus la dernière fois? Je me suis dit non. Compte tenu de la situation, de l'atmosphère, un certain nombre de choses, je crois qu'on peut être prêt, mais chercher le bon moment. Le bon moment. Le bon moment. Et donc, c'est ce que j'ai finalement retenu, moi, à mon avis, parce que quand on vous voit par le passé, le temps auquel cette Sénat nous a habitués pour des élections, on se demande pourquoi aujourd'hui où presque tout est presque automatique, où il est arrivé même au moment de la procédure, la Sénat a participé, a anticipé sur 24 heures même des dates pour pouvoir être prêt et tout ça. Pourquoi? Donc, comme jusqu'à présent on n'a pas encore d'explication formelle, j'ai tiré comme conclusion à mon niveau que, en dehors du fait que de façon matérielle les choses soient prêtes, il y a aussi un travail psychologique compte tenu de tout ce que nous avons vécu dans le pays, de l'atmosphère et tout ça. Et c'est à leur actif si ça participe au renforcement de la paix et aussi à la crédibilité et à la confiance des citoyens en leur institution. Donc, vous ne développez pas, donc je comprends presque à demi-mots. Mais monsieur Aïe Segbe, cette attente, est-ce qu'on peut se la permettre alors que nous sommes à l'ère du numérique où tout est modernisé? Voilà le temps qu'on a dû attendre pour avoir les résultats des législatives. Si je m'en tiens au calcul de Roméo avec 546 arrondissements, mais là on va se retrouver dans une situation... bon, je ne veux même pas oser le dire, en tout cas, dans une situation confuse quand même. Non, je trouve que c'est vrai, on est à l'ère du numérique, mais est-ce que la Sénat à l'heure actuelle dispose des outils numériques nécessaires pour nous fournir dans le délai le résultat? Mais je pense qu'il y a une phrase du feu général Mathieu Kérékou qui doit faire école. Il vaut mieux perdre son temps pour régler les problèmes que d'aller vite pour perdre sa vie ou la faire perdre aux autres. Je pense qu'actuellement, il faut donner le temps nécessaire à la Sénat, le temps qu'il juge nécessaire pour faire le travail. Parce que dans ce même pays, on a vu que la Sénat a donné des résultats pour des élections communales où la Cour constitutionnelle a traîné des recours pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et la Cour suprême a drainé des recours pendant 2 ans, 3 ans. C'est ça, ce n'est pas trop bien pour la crédibilité du processus électoral. Donc aujourd'hui, si la Sénat prend tout son temps pour faire le travail, encore que... Des recours durs, ça empêche la crédibilité. C'est vrai que pour moi, je me plains pour les candidats. Parce qu'il faut avoir le cardio pour supporter cette longue ils ont déjà les tendances à leur niveau. Oui, donc je pense qu'il faut pouvoir, encore que nous sommes dans un contexte politique pas très reluisant, il faut faire vraiment attention. Donc il faut donner le temps nécessaire à la Sénat de faire le travail pour nous livrer des résultats propres, des résultats impeccables qui ne seront pas susceptibles de contestation, ou bien s'il y aura contestation, que ce soit des contestations vraiment mineures. C'est de ça, pour moi, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, après, c'est qu'on peut se poser la question, comme Roméo le faisait, pourquoi c'est maintenant pour ces élections-là? Oui, parce qu'on n'a jamais eu cette attente. Non. On n'a jamais eu à attendre. Enfin, jamais serait-ce un peu trop prétentieux, mais... Pas récemment. Maintenant on n'en a pas eu. Sauf que cette fois-ci, on a eu des élections couplées. Ça, il faut prendre ce paramètre en compte. On a eu des élections couplées. Et c'est la première fois. Et c'est la... Oui, mais cette Sénat-là, c'est la première expérience. Et donc, il faut pas mettre la pression sur la Sénat. Il ne faut pas leur mettre la pression. Il faut leur laisser le temps de faire le travail qu'il faut pour nous fournir des résultats impeccables. On va les juger après la proclamation
des résultats. Moi, j'attends les résultats pour voir si le temps qu'ils ont pris là était nécessaire pour rendre ce qu'ils ont rendu là. Pour rendre la copie. Monsieur Rissou. Oui, bon, je pense que la complexité du travail serait beaucoup plus la cause, pour moi, hein, la cause principale. Et même si ces derniers jours, moi j'ai eu un peu peur pour la Sénat parce que j'ai compris qu'elle se met elle-même inutilement la pression. Et c'est ça qu'ils doivent travailler cette fois-ci à éviter. Il faudrait qu'ils soient véritablement prêts avant de convoquer les gens de la presse pour la délibération. S'ils ne sont pas prêts, ils n'ont qu'à prendre leur temps. Peut-être les outils techniques et puis technologiques qu'ils ont à leur disposition, ça n'a pas pris. Bon, là, on n'est que dans des supputations, hein, que ça n'a pas véritablement pris ou bien que tout le monde n'est pas au pas pour gérer le flux des données, parce qu'il faut avouer que c'est un certain flux de données qui doit venir dans le système qu'il faut traiter. Et est-ce que s'ils doivent mettre aussi les décomptes manuels en phase pour voir si c'est conforme à ce qu'ils ont reçu comme données traitées, je pense que là, ça va leur prendre du temps compte tenu du nombre de cette fois-ci d'arrondissement qui se transforme cette fois-ci en circonscription. Parce que la délibération, c'est pas arrondissement dans ce cas précis. Donc, je pense qu'ils ont du boulot et on va travailler peut-être à ce que le vote soit d'abord déjà vraiment électronique et informatisé avant qu'on ait pu espérer avoir un résultat et aussi électronique, parce que ce qui a été fait, c'est du manuel. Le résultat, on peut beau reporter et envoyer directement et que ça rentre dans le système, mais ça là ne peut pas faire foi. Il faut maintenant comparer aux données manuelles parce que le vote n'a pas été électronique. Donc, ils ont du boulot, il faut qu'on le reconnaisse. Et je pense que je ne maîtrise pas l'effectif qui s'attelle actuellement sur cette tâche. Ils n'ont qu'à prendre leur temps et pour que les résultats soient vraiment des résultats. C'est juste 3 partis, mais il ne faudrait pas que ça frustre. Parce qu'on sait un peu ce qu'il y a eu, bien que ce soit pratiquement des partis de la même famille politique. Oh, attention. Oui. Attention. Oui. Bon, on ne peut pas. Là, c'est les partis. C'est là où je dis parfois, moi, c'est les partis politiques eux-mêmes qui me donnent d'arguments. Les gars, ils ont allé faire le lancement officiel de leur campagne ensemble. Donc, permettez-nous de dire que c'est des partis de la même famille. Non, monsieur Rissou, vous oubliez peut-être un élément. Il y a 3 partis politiques en lice. Donc, c'est tout. Les 2 grands, même si 2 grands sont. Non, vous n'avez pas dit les 2 grands. Cette précision a manqué. Voilà. Sont de la même famille politique. Encore que, même si on dit même famille, il faut aller les voir sur le terrain. Pendant la campagne, c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est pas. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Non, c'est ce que je suis en train de dire, évidemment. Les gars se sont réclamés eux-mêmes, hein, pas nous, de la même famille politique, mais sur le terrain, pour les communales, je dis la bataille a été, c'est-à-dire à la limite, je ne veux pas utiliser l'expression ici, mais rude, pour cacher ce que je voulais dire. Donc, on va permettre alors à la Sénat de véritablement prendre son temps pour que les tensions internes dans les localités qu'on a vues là, que les résultats ne renforcent pas. C'est tout ce que moi je voulais dire. Je peux compléter rapidement. Conclusion. Oui, on est autour de table de conclusion. Je veux juste compléter en disant que ce qu'on peut, je ne sais pas si je peux appeler ça un reproche, mais ce qu'on peut trouver à dire par rapport à la démarche de la Sénat, c'est que si vous avez des difficultés réelles par rapport à cette attente extraordinaire à laquelle on assiste, il faut pouvoir communiquer autour pour éviter toute forme de suspicion. C'est juste ce que je voudrais ajouter. Et plus l'attente est longue, plus on a on nourrit des suspicions là-dessus. Voilà. Roméo Arisegbe, on a fini. Oui, moi j'ai comme souvenir, je crois avoir lu quelque part que des partis ayant participé au communal sont en train de se tirer déjà à partir alors que il n'y a pas eu encore de tendance donnée par la CEI. Oui, c'est factuel. Voilà. Ils se sont portés devant la Cour suprême pour réclamer... justement, ça rejoint... Ça rejoint ce que je disais au départ à demi-mot, que
il y a un travail psychologique qui s'impose au niveau de la Sénat. Parce que moi, qui devrais dire que c'est Kodio qui a 1 et Kokou a 2, je ne me suis pas encore prononcé. Et voilà que les deux s'affrontent déjà. Alors, il faut que je joue sur le temps. Comme le temps est maître de la patience, je trouve que la Sénat est dans son rôle. Et je voudrais aussi inviter quand même la Sénat, même si elle ne veut pas dire avec précision quand est-ce que ça va venir, mais comme sa page est beaucoup plus lue aujourd'hui et partagée, moi je travaille à partager ça régulièrement parce que je trouve que c'est un devoir citoyen, qu'il mette sur sa page un peu de patience. Nous y sommes. Et ça va permettre à beaucoup de bénévoles. Nous y sommes, nous on va se pointer et puis on passe 3 jours à éviter aussi de convoquer les journalistes et de leur dire après 4 heures du matin de rentrer chez eux. Allez, merci pour cette note de convivialité. On a fini pour ce soir, mesdames et messieurs. On a eu un débat de 2 sujets. Le premier a été passionné concernant l'élection de ces femmes, les femmes qui ont pu s'en sortir hors quota, sans oublier l'attente pour les résultats des élections communales. Nous vous rappelons que toutes nos productions restent disponibles sur nos plateformes numériques. Vous pouvez nous suivre sur le www.etelebénin.com, sur la chaîne YouTube ETélé Bénin et télécharger notre application ETélé Bénin pour nous suivre un peu plus facilement. Merci Stéphane Harry Norosou, merci Romain Waïsegbe, merci Espérance Ressou, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Demain, c'est le Forum politique avec mes invités de tous les mercredis. Bonne soirée.